Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Marc Michel. Je vais présenter en lieu et place de Régis Peyfault-Latour, qui a un petit contretemps et qui va nous rejoindre rapidement, j'espère. Donc, bienvenue à cette nouvelle journée annuelle de la filière maladies rares immunohématologiques. Donc, il y a un certain nombre de personnes qui sont connectées en visio, qui auront l'occasion, au gré des interventions, de poser des questions sur le chat. Donc n'hésitez pas à poser des questions. On essaiera de les traiter au fur et à mesure. Je ne sais pas si on peut avoir les diapos. Le périmètre de la filière Marie, bon, vous le connaissez pour la plupart. Il apparaît ici. Donc les centres de référence, le périmètre n'a pas changé suite à la nouvelle campagne de labellisation du nouveau plan maladies rares. Vous avez 12 centres de référence, une centaine de laboratoires de diagnostic et de recherche, 15 associations de patients, 8 sociétés savantes affiliées avec lesquelles on coopère étroitement, au premier rang desquelles, bien sûr, la Société française d'hématologie et la Société française de médecine interne, avec des collaborations très fructueuses. Donc cette année, l'actualité, c'était essentiellement diapositive suivante, la nouvelle campagne de labellisation. Donc tous les centres de référence qui ont repostulé, qui sont inclus dans la filière, ont été relabellisés. On n'avait pas énormément d'inquiétudes, mais c'est quand même une bonne nouvelle. Au passage, je dois souligner, en ayant participé à un jury pour des centres de référence de maladies rares pédiatriques, j'ai pu constater le sérieux des analyses des dossiers, la totale objectivité et impartialité, et vraiment l'input majeur de la DGOS dans cette démarche. Donc c'était vraiment une démarche synergique, avec des évaluations d'une très grande qualité et des prérequis qui avaient été bien annoncés à l'avance. Et je pense qu'on y reviendra tout à l'heure. Donc en gros, il y avait 17 demandes nouvelles de sites constitutifs au sein des différents centres de référence qui composent la filière. 6 ont été acceptés. Juste, si on peut revenir, j'ai un petit problème. C'est un petit problème de... J'ai un petit problème de dia. De pointeurs. Bon, donc il y en a 6 qui ont été refusés pour des motifs qui étaient, on va dire, en accord avec les prérequis. Et souvent, ce qui pêchait pour les nouveaux centres constitutifs qui ont postulé, c'était l'absence de protocole en tant qu'investigateur, protocole institutionnel. Il y a 3-4 centres qui ont fait appel de la décision, 4 de mémoire, dont 3 ont été reçus et labellisés en appel. Voilà, donc ça c'était vraiment l'actualité sur laquelle on va revenir peut-être plus avant. Diapositive suivante. Et je voulais aussi profiter de cette occasion pour remercier nos partenaires industriels de l'industrie pharmaceutique qui nous aident au quotidien et tout au long de l'année pour mener un certain nombre de missions, notamment des missions de formation, des missions d'accompagnement des plus jeunes. Et on a vu pendant le Covid certains de ces liens entre l'industrie et la médecine, on va dire, institutionnelle ont été un peu décriés. Donc je ne veux pas rentrer dans les détails, mais voilà, l'idée c'est vraiment de travailler de concert, de collaborer sans collusion, en toute transparence. Voilà, il faut savoir qu'il n'y aurait aucun congrès auquel nous allons toutes et tous bien volontiers s'il n'y avait pas d'industrie pharmaceutique, et qui n'aurait pas non plus tous les progrès qu'on observe, notamment en oncohématologie et en oncologie, sans la recherche et développement de l'industrie. Donc c'est vraiment un partenariat et je les remercie d'être présents et de soutenir
activement la filière. Et vous allez voir, ne serait-ce que dans la matinée, comment des bourses permettent à des jeunes internes ou CCA de mener à bien des travaux de master ou de thèse de façon très productive. Donc après cette brève introduction, je vais passer la parole à Carole Canem-Gisser pour le mot des laboratoires, et puis ensuite Michel Raguet pour la partie association de patients. Bonjour à tous, ça sera 2 phrases, peut-être pas un seul mot. Donc moi je suis Caroline Canem-Gisser, je suis biologiste à l'hôpital Bichat en génétique moléculaire et je représente les laboratoires de diagnostic et de recherche. Comme vous avez pu voir, le programme est très riche aujourd'hui avec vraiment des liens extrêmement forts entre maladies rares, diagnostic et recherche. Un petit peu du mal des fois à bien distinguer même les limites, et tant mieux, ça veut dire que cette recherche translationnelle va vite et qu'on passe rapidement de la recherche aux soins. Dans le programme aujourd'hui, je pense que vous serez tous très intéressés par le point sur le plan France Médecine génomique et l'avancée sur l'interprétation des génomes dans le cadre du soin. Comme vous le savez, ce plan France Médecine génomique qu'on appelle 2025 permet maintenant, dans le cadre du soin, de pouvoir proposer à vos patients un séquençage de génome pour les familles pour lesquelles les bases génétiques demeurent inexpliquées. Pour la filière Marie, globalement, la plupart des préindications, il y a une première étape avec la démarche classique, la plupart du temps des panels qui sont négatifs, et vous pouvez les inclure et prescrire, dans le cadre du soin, j'insiste, ces séquençages de génome, et on aura le plaisir d'avoir un point tout à l'heure là-dessus. Et puis, pour la recherche, comme l'a dit Marc, on aura le plaisir d'entendre aussi les jeunes lauréats qui vont nous dire un peu ce qu'ils ont fait avec ces bourses qu'ils ont eues. Et voilà, on est maintenant quasi au bout du projet, on va entendre tout ça et voir un peu le dynamisme de la recherche de la filière Marie. Voilà, donc je vous souhaite à tous une très belle journée. Et je passe la parole à Monsieur Raguet, c'est ça ? Donc Michel Raguet, qui va nous faire, qui est le représentant des associations de patients associées à la filière. Merci Michel. Merci de laisser la parole aux patients. C'est toujours important pour les patients de participer à ce genre de journée, d'avoir des infos. On recherche toujours le maximum de coopération avec les milieux médicaux. C'est important pour nous d'essayer d'avancer ensemble, notamment pour les maladies qui n'ont pas encore de traitement. Donc moi, je représente une maladie qui a la chance d'avoir maintenant quelques excellents traitements. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Et il y a vraiment une nécessité de coopération entre les milieux médicaux et les patients pour faire avancer les choses. Donc, par rapport à l'année dernière, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a 2 associations supplémentaires dans la filière Marie. L'association LHF Espoir, qui représente les lymphohistiocytoses, et puis aussi l'association qui représente la maladie de Castleman, qui s'appelle l'association des patients qui sont affectés par la maladie de Castleman. Donc bienvenue à ces 2 associations. Et donc s'il y a des médecins qui représentent ces maladies, c'est important de partager les objectifs, partager les choses. On avance ensemble et c'est comme ça que on sait que vous êtes au service des patients, mais essayez de bénéficier au maximum de ce que les associations peuvent apporter à titre d'information, etc. Je veux dire, c'est dans vraiment le partage que les choses avancent. Voilà, donc aussi 2 petites informations sur les associations qui ont déjà pignon sur rue. Pour la maladie de Fanconi, a signalé un appel à projet conséquent, puisqu'il y a 300 000 € qui vont être proposés, qui peuvent être découpés en 1, 2 ou 3 projets. Donc c'est quelque chose qui va se déployer sur 2023-2024. Donc s'il y a des gens intéressés, ils peuvent aller sur le site de l'association de la maladie de Fanconi. Il y a tous les détails sur les conditions d'application, etc. Et puis une autre information aussi d'une autre association qui concerne l'amylose AL, puisqu'il y a le projet de développer, de mettre en place l'année prochaine un congrès européen sur cette maladie. C'est important, avec le professeur Arnaud Jacquard. Et donc ça montre un peu le dynamisme des associations qui, je dirais, se coordonnent au niveau européen pour essayer de faire avancer les choses. Après, je voulais faire un tout petit retour sur une enquête qui a eu lieu il y a 3 mois,
L'enquête commanditée par l'Alliance Maladies Rares, mais réalisée par l'Institut Via Voice, et qui concerne les relations entre les associations de patients et les filières de santé, voire un premier retour. Alors bien évidemment, ça ne concerne pas que la filière Marie, puisqu'il y a une centaine d'associations qui ont été interviewées avec 18 entretiens téléphoniques pour essayer d'approfondir. Donc dans cette centaine d'associations, je crois qu'il y en avait quand même 7 qui représentaient la filière Marie. Alors là, je vais donner juste quelques informations très générales, mais ensuite, ceux qui sont intéressés, donc toutes ces informations-là qui sont extrêmement riches, seront mises à disposition, je pense, dans les semaines qui viennent par Alliance Maladies Rares. Donc voilà, donc l'enquête a eu lieu en mars 2023, donc c'est vraiment très récent. Donc les résultats sont maintenant, je dirais, accessibles, et donc la diffusion prochaine. Donc ce qu'on peut retenir par rapport aux interviews aux patients, c'est un rôle de coordination et d'instance décisionnelle des filières qui a été souligné. Les filières soutiennent de manière concrète des actions au service de la prise en charge des patients. Il y a 80% des associations qui se disent satisfaites de leur relationnel avec les filières de santé. Alors il y a des petites variations suivant les filières, etc. Et après, il y a des choses un petit peu complexes parce qu'il y a des maladies qui sont dans plusieurs filières. Il y a des maladies qui sont 2, 3, voire 4 filières. Et donc là, il peut y avoir des disparités. Mais globalement, il y a une bonne satisfaction du relationnel entre associations et filières. Donc la coopération qui fonctionne bien. Donc ça, c'est juste un petit visuel sur les taux de satisfaction. Alors il y a du détail que vous pourrez lire, on ne va pas rentrer dedans. Les points importants qu'on peut souligner, c'est ce qui a paru très intéressant du point de vue des associations. C'est tout le soutien des filières sur la mise en place, la construction des PNDS, qui sont vraiment des documents très riches, qui regroupent énormément d'informations, et qui sont aussi accessibles aux médecins généralistes, parce qu'il y a un vrai souci de communication entre le médecin expert et puis le médecin généraliste qui suit le patient au quotidien. Et là, dans beaucoup de PNDS, il y a une rubrique spécifique dédié aux médecins généralistes, c'est-à-dire qu'ils ne s'enfoncent pas dans tous les détails qui peuvent être trop laborieux et consommateurs de temps. Et donc le médecin généraliste peut avoir, s'il le souhaite, un accès aisé, concentré sur les principales problématiques de la maladie et les prendre en compte au quotidien dans la prise en charge de son patient. Aussi le suivi des relabellisations des centres experts. Donc les associations ont été consultées, ont pu donner leur avis. Et donc ça, c'est une contribution qui a été estimée importante. Et puis bien sûr, tout ce qui concerne les programmes ETP, qui sont à destination des patients et qui sont un vrai plus pour les patients pour apprendre à vivre avec sa maladie, intégrer sa maladie dans son mode de vie et puis alléger un petit peu le fardeau de la maladie, notamment quand il n'y a pas de traitement. Les points d'amélioration qui ont été souhaités, alors ce n'est pas forcément les orientations principales des filières, mais elles sont là à titre d'information. C'est tout ce qui concerne les sciences humaines et sociales. Il y a donc pas mal d'associations qui ont trouvé qu'il y aurait des améliorations potentielles à mettre en place. Tout ce qui est accompagnement juridique et psychologique aussi, peut-être que les filières pourraient réfléchir à mieux accompagner les patients. Et puis tout ce qui est télémédecine. Voilà, donc j'ai parlé aussi de la sensibilisation pour les médecins généralistes. Là où il y a peut-être aussi des voies d'amélioration, c'est la participation aux orientations stratégiques des filières, le suivi des plans d'action des filières, où bon, globalement les associations sont très en retrait, et peut-être qu'une meilleure participation permettrait d'avoir une meilleure visibilité, et également la visibilité financière sur les actions portées par la filière. Voilà, un dernier point qui ressort, c'est un point qui est assez nouveau, c'est la mise en place et le rôle des plateformes d'expertise. Donc la plupart des associations ne comprennent pas très bien comment ça marche, quel est leur rôle. La plupart des associations ne sont pas du tout associées aux actions de ces plateformes d'expertise. Donc ça, c'est un point qui ressort, qui est majeur, puisque les associations disent ne pas avoir de visibilité sur leur rôle. Est-ce que c'est pas redondant avec les filières? Est-ce que c'est pour pallier aux insuffisances des filières? Et donc là, il y a peut-être des choses à éclaircir pour, je dirais, expliquer un petit peu tous ces modes de fonctionnement. Voilà, je vous remercie, c'est tout ce que je pense que c'est à peu. Voilà.